Bonsoir à tous. Eh ben nous y voilà. C'est raté, ils m'ont pas eu. Bonsoir Victoria. Ils ont essayé de vous empêcher d'arriver ? Ouais, ils m'ont fait des embouteillages. Exprès. Rien que pour vous ennuyer. Je n'ai pas de félicitations à vous faire, chers auditeurs et lecteurs. Non, vraiment pas. Ben, je sais pas, je suis parti quand depuis quand ne fais-je plus cette émission ? Ça remonte à la nuit des temps. Avant les présidentielles. Eh oui. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait ? À peine je tourne les yeux, à peine je tourne le dos, ils me foutent un crétin à l'Élysée. C'est incroyable, quoi. Un crétin. Hein, c'est un crétin, c'est pas un crétin ? Mais non. Non, c'est une assez bonne imitation, en tout cas. C'est un touche-à-tout calamiteux. C'est Brignot qui dit ça ? Oui. Écoutez, vous avez vu son discours, vous avez vu son intervention dans l'émission d'Anne. Oui, ça faut le bien admettre que c'était pas brillant. Mathilde Rose s'en occupe d'ailleurs. Oh, c'est pas croyable. Mais non, écoutez, enfin, Catherine un vieux Deneuve. pays comme la France, 2000 ans d'existence au moins, 15 siècles de baptême, il y a 15 siècles qu'on a été baptisés, on va en parler un petit peu tout à l'heure, 43 qui nous ont fait, 205 républiques qui nous ont foutus par terre, pour finir par ça. Non mais en plus, regardez cette tête, il y a une photo dans National 2, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ils sont allés le chercher. Ben, Doute Basile, c'est le crétin des Pyrénées, mais lui, c'est... Alors, non, mais vous avez entendu ce qu'il a dit ? Parce que je parle pas en l'air, hein. Écoutez, il a dit une chose quand même qui est renversante. Il a expliqué pourquoi on fait péter des bombes atomiques dans le lagon de Mour-Ourois. Alors, moi, je croyais que c'était pour tout simplement maintenir la dissuasion, la force de dissuasion, sur laquelle repose la stratégie française. depuis longtemps. C'est-à-dire, la force de dissuasion, la dissuasion, ça tient en peu de mots. Le premier qui met le pied sur le territoire français, on lui tartine la tronche avec une bombe atomique. Et voilà. Bon. Alors maintenant, il commence par nous dire qu'il faut étendre la protection de la force nucléaire à l'Europe, ce qui est la négation même de la dissuasion. Donc c'est ridicule. Mais en plus, contre qui ? Alors il a dit, attendez, quand est-ce qu'il a dit ça ? Il a dit ça à la télévision, je l'ai vu, j'ai failli tomber par terre de mon haut. Il a dit que c'était pour le cas où... Voilà, il a dit... Qui peut affirmer... Il a dit exactement comme ça. Qui peut affirmer que demain tel ou tel extrémiste, notamment de droite, ne prendra pas le pouvoir en Russie. Notamment de droite. Notamment de droite. Oui, Non mais... oui. Il est malade. Eh ben, écoutez, les fantasmes, c'est ça. Non mais il est président de la République, ça. Alors, quand il a été élu, j'ai plein de copains qui sont venus voir en me disant « Ah, tu vois, t'as l'air malin, t'avais dit qu'il serait jamais président de la République. » Mais c'est J'ai vrai, dit, ça, mais on l'avait... oui, mais il n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République, je rêve. Eh ben oui. Je suis pas républicain, moi. Et vous ne rêvez pas. Écoutez, il l'est. Il ferait passer, nous faire regretter Mitterrand pour un peu. Non mais c'est vrai, hein. Oh là là. Alors non seulement ça, mais attendez. De toute façon, le président de la République, à mon avis, il va pas rester très longtemps parce que il y a une sale affaire là qui lui pend au nez comme un sifflet de deux ronds. Tiens, je vais lire Libération, comme ça on pourra pas dire que c'est une émission d'extrême droite. Hein. Le président de la République, Jacques Chirac, ah si, quand même, ils le disent qu'il est président de la République. Président, c'est écrit partout. Hein. Voilà. Et le Premier ministre Alain Juppé se trouvent de nouveau en ligne de mire pour leurs affaires respectives de logement. Le second est inquiet à l'avis que s'apprête à rendre le Service central de prévention de la corruption, SCPC, dirigé par Bertrand Chal le 25 septembre prochain. Saisi par des élus socialistes, ce service doit dire si Alain Juppé a commis ou non un délit d'ingérence en obtenant un rabais pour le loyer de l'appartement de son fils, appartement dont le propriétaire est la ville de Paris et dont l'adjoint aux finances était alors Alain Juppé. Alors bon, ça on connaît cette histoire, c'est moi qui parle, c'est plus Libération, c'est moi. On connaît cette histoire, on en a parlé, c'est une histoire évidemment tout à fait subalterne et tout à fait médiocre. Mais ce qui est très étonnant, c'est la suite. Car l'hôtel Matignon, en prévision du pire, cherche à allumer des contre-feux. Alors qu'est-ce qu'il fait Juppé ? Il dit c'est pas vrai, comme il l'avait dit à la télévision, il revient, il redit c'est pas vrai, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est un autre, je l'ai pas fait exprès, je recommencerai pas. Non, pas du tout. Il dit, écoutez bien, ils mettent en doute la procédure qui a permis de saisir le SCPC. Autrement dit, le service central de prévention de la corruption fait une enquête et établit peut-être qu'il y a eu malversation dans cette affaire. Eh bien, le responsable, le coupable, ou le présumé coupable, ne dit pas non, il n'y a pas eu malversation, il dit vous n'avez pas le droit de faire cette enquête. Vous voyez ? Eh oui.
Al Capone, tu sais qu'Al Capone, on n'a jamais pu le faire tomber pour gangstérisme, il est tombé pour fraude fiscale. Chaque fois on essayait de le prendre pour gangstérisme, il disait non, la procédure est mauvaise, alors les procédures tombaient, les enquêtes s'arrêtaient, etc. Les unes après les autres. Oui. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ça ne fait rien, il n'y a aucun rapport. Digression. Alors, oui, digression. Les angoisses juridiques d'Alain Juppé, poursuit Libération, devaient être accrues à la lecture du Canard enchaîné. L'hebdomadaire dans son édition d'aujourd'hui, ah oui, ça évidemment, c'est pas des journaux amis, mais qu'est-ce que vous voulez, je peux pas. Si le Figaro publiait ça, je le lirais aussi bien. L'hebdomadaire dans son édition d'aujourd'hui produit en effet un document qui concerne cette fois directement le propre appartement d'Alain Juppé. 181 mètres carrés, avec terrasse, situé rue Jacob. Il y a de la misère dans la fonction publique, vous voyez, hein, c'est terrible quand même. C'est un bail pour cet appartement signé entre le chef de bureau de la gestion du domaine et le locataire. Alors, le chef de bureau pour la gestion du domaine, il signe, monsieur Tartemol, chef de bureau pour la gestion du domaine, pour le maire de Paris et par délégation. Et le locataire, c'est monsieur Alain Juppé. Vous voyez? Comme ça, on est sûr de tomber d'accord. Or, estime le Canard qui se fie au juriste qui l'a interrogé, il s'agirait d'une prise illégale d'intérêt caractérisée. D'autant que le Premier ministre avait alors la surveillance des baux passés par la ville. Alors, on imagine, il a fait venir le bail, il a dit, faites voir ce bail-là. Mais dites donc, monsieur... Il exagère. Il exagère, qui c'est ce type, comment il s'appelle? Bon, bah ça va aller alors. Voilà. Le deuxième dossier relancé concerne la maison de la rue du Bac. Parce que là, on vient de parler du Premier ministre. Maintenant, une maison de la rue du Bac louée par les époux Chirac à un prix d'amis. Evelyne Ferreira, contribuable parisien qui souhaite porter plainte pour prise illégale d'intérêt, avait entamé avec son avocat Pierre-François Divier une procédure dans ce sens auprès du tribunal administratif avant l'été. Pour des raisons de procédure, il a dû repartir à l'assaut le 7 septembre dernier en présentant un mémoire devant le tribunal administratif afin que celui-ci l'autorise à se substituer à la ville de Paris pour porter plainte. Voilà. Ça, c'est le président de la République. Alors, le président de la République et le Premier ministre, pour l'instant, à titre temporaire, eux aussi... Voilà, j'espère qu'on va pas les expulser avant l'hiver. Non, parce que quand même, il faut qu'ils nous laissent le temps de rire un peu. Enfin, rire. Je suis pas sûr qu'on va rire. C'est pas sûr qu'ils nous en empêchent de rire. Ça va être difficile. Vos auditeurs sont contents de vous entendre. Ben, ça me fait bien plaisir. Ils envoient des messages. Je suis bien content de leur causer aussi. Il y a une très drôle histoire aussi, tiens, puisqu'on en parle. C'est l'histoire de la classe raciste, ou la classe... Alors, vous voyez, oui. Vous avez vu ça? L'histoire de la classe raciste. Oui, attendez, elle est dans le National aussi. Bah, tout est dans le National Hebdo, alors. Je vous le dise. Oui, lisez-moi cette histoire. C'est le scandale des scandales, et ça s'est passé à Lyon, dans une école. Un groupe scolaire, comme on dit en langue de lustrine, le groupe scolaire Paul Pinlevé. Dans l'affluence des enfants d'origine diverses en cours préparatoire, la direction avait décidé de regrouper 6 petits de souche dans la même classe. Pourquoi? Pour rassurer les parents qui déménagent en masse ou demandent des dérogations afin d'envoyer leurs rejetons ailleurs. Bref, dans le privé. Dans un souci, ça coûte cher, utopique, d'intégration pour maintenir le grand brassage républicain. Là, ce que n'avait pas décidé le malheureux directeur. Le MRAP s'est aussitôt indigné contre une pratique honteuse, légitimant la discrimination dès le plus jeune âge. La génératrice d'exclusion. Le plus scandaleux, c'est que les parents d'origine maghrébine n'ont pas été concertés, SIC. Devant cet ignoble racolage, l'institutrice chargée de ce CP a refusé d'assurer la classe dans ces conditions. Raison. Tout commentaire affadirait ce petit fait significatif d'un grand naufrage. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ce qui est beaucoup plus drôle encore, c'est la suite. C'est qu'à la suite de ces protestations, le directeur de l'école a été sommé de retirer 3 des petits de souche pour les mettre dans une autre classe. Les mettre dans une autre classe, pour rétablir je sais pas quoi d'ailleurs. Alors maintenant il dit oui, mais alors comment je vais les choisir les petits de souche? En fonction de quels critères? En fonction de critères raciaux, puisqu'on me demande de choisir des 2 souches. Oh, c'est dingue. Voilà. Moi, il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé ou beaucoup surpris à la suite des attentats, c'est que nos curtons avaient fermé leur tronche. Pour une fois, on les avait pas entendus. On n'avait entendu aucun évêque, on n'avait pas entendu. Même Gaillot n'avait pas froufrouté pour venir nous raconter ses salades. Ils ont fait un pool. Là, je me disais, c'est quand même curieux. Ça pète au RER Saint-Michel, pas un curé pour l'ouvrir. Ça pète à l'Étoile, pas un curé pour l'ouvrir. Ça pète boulevard Rochechouart, pas un curé pour l'ouvrir. Ça pète à Villeurbanne, pas un curé pour l'ouvrir. Ça pète le long du TGV, tout le long de ce tête. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont sourds, les évêques ou quoi? Oh, pardon. Alors là, d'un seul coup, ils se sont réveillés. Alors là, toute la troupe s'y met. Mais alors, écoutez bien, c'est intéressant parce que le président de la Conférence des évêques de France, monsieur Joseph Duval, il a pris la parole. Il a dit:
Tout attentat est une lâcheté, qu'il soit commis en France ou en Algérie. D'abord, on lui a pas demandé de se prononcer sur ce qui se passe en Algérie, il est président de la conférence des évêques, enfin admettons. De plus, alors ça, il a parlé après Villeurbanne. Pourquoi après Villeurbanne? Je vous laisse deviner, je ne donne pas de réponse. Nous n'avons pas d'opinion sur la question. Nous n'avons aucune opinion sur la question. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout attentat est une lâcheté. De plus, à Villeurbanne, c'était des enfants et leurs parents. Plus encore, une école juive. Il s'agit donc d'un acte plus lâche et plus dangereux. Et nous devons nous élever d'une manière plus forte contre toute attaque, etc. Autrement dit, si j'ai bien compris, tant que c'est du pauvre clampin moyen, du français innocent, comme disait M. Barre, les évêques s'en foutent. Mais quand c'est ce qui s'est passé à Villeurbanne, alors c'est, écoutez bien, c'est plus encore, c'est plus lâche et dangereux, et on doit protester de manière plus forte. Voyez? C'est comme ça qu'ils sont nos évêques. Décidément, je les aime beaucoup. Oui. Mais vous avez vu aussi, il y a eu un front commun des religions. Oui, oh ça. Avec M. Fodessilla, qui, comme le dit Jean Madiran dans Présent. Oui, c'est Jean Madiran. On ne sait pas du tout quelle religion il représente. Oui, mais c'est lui qui a quand même lu le communiqué final. C'est SOS Racisme. Il représente la religion de l'antiracisme. C'est tout. Dont l'adepte, dont l'un des grands prêtres est M. Chirac. Qui craint un extrémisme de droite en Union soviétique, raison pour laquelle on prendra la bombe. En Union soviétique, en Russie, raison pour laquelle on fait la bombe. Autrement dit, la bombe, les essais nucléaires en France sont destinés à réprimer l'extrême droite. Je pense que Gobert, il doit faire une drôle de tête, il ne devait pas s'attendre à ce qu'on lui donne raison à ce point-là, quand même. Ils sont vraiment fous, tous ces gens-là. Voilà, bon, enfin, en tout cas, on continue à rire. Alors, parmi les fous, tiens, il y a aussi une belle histoire de cinglé. Il y avait à Amboise, plus exactement, Amboise. J'ai toujours dit Amboise, parce que j'habitais, quand j'étais tout petit, j'habitais à côté. Oui, Ambroise, pareil. Pour moi, j'appelais ça Amboise, je trouvais ça plus joli. Donc, je continue. Qui ça gêne? Personne. Alors, on va continuer. Sauf qu'on comprend pas très bien de quoi vous parlez, mais ça fait rien. Ça change pas grand-chose. À Amboise, donc, disais-je, il y avait une rue, une place, qui s'appelait la place du Général Leclerc. Alors, Monsieur Debray, fils Bernard Debray. Le médecin. Oui, c'est ça, le médecin. Oui, le médecin, quoi. Celui qui a fait des études. Non, parce qu'il y a l'autre qui est ministre. Ils sont deux, ils sont jumeaux en plus. Il paraît que de temps en temps, le ministre, il va faire des opérations, et le médecin, il vient diriger la police. Alors, on s'étonne pas de voir ce qui se passe. Comme ils sont jumeaux, personne ne les reconnaît. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, la place du général Leclerc, tout ça, un général, ça fait bidasse, militariste et nationaliste, c'est pas bien. On va changer le nom de cette place. Alors comme il avait un nom sous la main, il a appelé la place Michel Debray. Ouais. Alors De Gaulle, il a fait assassiner Leclerc, et Michel Debray lui pique sa place. Ils sont bien quand même dans cette équipe. Il y a de la suite, il y a de la continuité dans les gouvernements. Voilà, c'est une histoire qui s'est passée à Ambroise. Hein, Victoria? Oui. Non, bon. Non, bon. Je croyais qu'elle allait réagir. J'ai des bonnes nouvelles pour Jacques Médecin. Je sais qu'il ne peut pas écouter la radio, mais peut-être quand quelqu'un lui dira que je l'ai salué sur ses ondes, parce que c'est un ami, il va probablement retrouver sa liberté, puisque Jean-Michel Boucheron a été mis en liberté en Argentine. Vous avez vu ça? Déjà? Ouais. Jean-Michel Boucheron, vous savez, c'est le voleur socialiste, enfin, vous me passerez le pléonasme, qui était maire d'Angoulême et escroc, vous me passerez la répétition, et ancien député prébandier, vous me passerez la redondance. Et il s'est sauvé, il s'est enfui en Argentine avec des milliards qu'il a volés aux contribuables français. Et il a là-bas ouvert un restaurant, enfin tout se passait très bien, quoi. Et puis il a fini par être arrêté le 17 août dernier à Buenos Aires, à la demande d'Interpol. Et il a été condamné par défaut en France à 4 ans de prison ferme et 1 million de francs d'amende pour détournement de fonds et d'escroquerie. Alors d'ailleurs, à propos d'1 million de francs d'amende, je voudrais quand même vous faire remarquer une petite chose, c'est que ça vaut le coup. Parce que 4 ans de prison ferme, ça veut dire qu'il passerait 2 ans en prison en gros. Hein, parce qu'on sait qu'en France, on passe à peu près la moitié de sa condamnation. Il serait gentil, donc il aurait des remises de peine. Et donc 2 ans, plus 1 million d'amende. Tout ça, je crois qu'il a dû voler quelque chose comme 70 milliards de centimes. Non, qu'est-ce que je dis? 7 milliards de centimes. Vous pouvez ou plus. Autant de zéro que vous voulez. Enfin, à ce degré-là, je ne comprends plus ce que ça veut dire. Je peux vous dire que même s'il passait 4 ans en prison, même s'il remboursait 1 million de francs de dommages et intérêts, avec ce qu'il a volé,
il gagnerait un peu plus qu'une femme de ménage à l'heure. Hein. Eh bien, cet homme-là, qui a été condamné par défaut, il a été remis en liberté par le juge fédéral argentin chargé de statuer sur la demande d'extradition formulée par la France. Voilà. Alors, selon que vous serez boucheron ou médecin, les jugements du cours vous feront blanc ou noir. Eh oui. Pourquoi? La différence entre boucheron et médecin, à votre avis? Il n'y en a pas. Si, il y en a une. Au moins une. Pour moi, il y en a trois. La première, c'est que médecin est mon ami et pas boucheron. La deuxième, c'est que je crois que médecin est un type profondément honnête et que boucheron est une canaille totale. Et la troisième, c'est que médecin est de droite et que boucheron est de gauche. Et c'est ça la vraie raison. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que l'un est mon ami ou pas. Je pense pas, en tout cas, que le juge ait extradé médecin et pas boucheron parce que médecin est mon ami et boucheron pas. Je crois que c'est tout simplement parce que médecin est de droite et boucheron ne l'est pas. Et oui. Il fait pas bon aller en prison quand on est de droite. D'ailleurs, en général, il fait pas bon être de droite par les temps qui courent. Non. Et la preuve, d'ailleurs, Chirac est capable de vous envoyer une bombe atomique sur le coin du museau. Vous êtes de droite, allez hop, caramélisé. Oui, parce que on vous a à l'œil. Je n'ai aucune sympathie pour messieurs Juppé et Chirac, dit moi non plus, alors ça tombe bien, on est d'accord. Toutefois, leur logement coûtait moins cher aux contribuables que les affaires Boucheron, Crédit Lyonnais et Urbain Graco. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, à partir de ce raisonnement, si un type vous attaque dans le métro et vous pique 200 balles sur vous, vous dites rien parce que ça vous coûte moins cher que les impôts. Oui, oui. Hein, ça, c'est évident. Donc, non, mais je suis tout à fait d'accord. Évidemment, ça coûte moins cher. N'empêche que c'est quand même malhonnête. Apparemment. Soyons prudents. N'accusons pas sans preuve. Hein, c'est pas le genre de la maison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, les attentats, on en a parlé, oui. Oui, on en a parlé, voilà. On a parlé de tout. Alors, je veux bien vous donner les résultats des législatives, mais disons pour résumer qu'en gros, le Front National a doublé ses scores partout. C'est bien. Non pas en nombre de voix, mais en pourcentage. Mais en nombre de voix, non, il n'a pas doublé, puisque les abstentions ont été massives. Alors, on reçoit un message d'auditeur qui demande, est-il vrai qu'hier, devant une école de la rue, dans le 17e, la rue Ampère dans le 17e, un camion piégé a été découvert? Et où? Si oui, pourquoi ce silence? Il paraît qu'il y a des comme ça, des attentats larvés dont je n'ai pas on ne parle pas. Je ne sais pas. Quant à la deuxième partie de la question, pourquoi ce silence? Je ne sais pas non plus pourquoi il y a le silence. Mais ce que je peux dire, c'est que si ça dépendait de moi, ça serait absolument interdit d'en parler dans la presse. Bien, oui. Voilà. Il serait interdit de parler des attentats. Parce que, pour une simple raison, c'est que les tueurs, les terroristes ne font des attentats que pour qu'on parle d'eux. À partir du moment où on cesserait d'en parler, ça changerait rien pour les gens qui sont morts, ça changerait rien pour leurs familles qui seraient informées. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça ne change rien. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des familles en deuil. Ça change rien du tout. La seule chose que ça change, c'est que le taré, dans sa mechta, il se dit « Je me fais sauter la gueule et tu parles de moi dans la télévision ». Voilà, c'est tout. Donc ça lui fait plaisir. Alors il faut pas faire plaisir à ces gens-là. Donc interdiction formelle. D'ailleurs, la presse serait interdite si j'étais au pouvoir, je vous le dis tout de suite. Il n'y aurait que mon journal qui serait autorisé. Et ma radio. Pas de télévision. Enfin, une soirée télé par mois. Oh, les belles perspectives. Votez pour moi. Mais de toute façon, vous savez, les journalistes, qui sont des salauds et des crétins au choix, globalement, majoritairement, de temps en temps, ils ont quand même des lumières. Même dans l'Humanité. Par exemple, dans l'Humanité, récemment, il y avait un dessin de Monsieur Slim. Enfin, un dessin, oui, ça ressemble à c'est un truc qui est fait avec un crayon, quoi, sur un bout de papier. Donc, on peut dire que c'est une forme de dessin. Ça s'appelle Les limites de Schengen. Et alors, si ce dessin était paru dans National Hebdo, vous pouvez être sûr que là, badaboum, c'était la fête à Martin. S'il était paru dans le Libre Journal de la France courtoise, c'était la fête à Beckett. Tant qu'il pourra apparaître, parce que je vous signale que les abonnements, c'est quand même pas ça. On va en reparler. N'inquiétez pas, je vous lâcherai pas. Si je meurs d'exanguino-transfusion financière, ça sera de votre faute, je vous le dis. Parce que vous voulez pas vous abonner. Bon, eh ben, on continuera comme ça. Alors donc, si ça avait été dans le Libre Journal, on était en prison. Mais dans l'Humanité, c'est pas grave. Autorisation de faire des cochonneries. Alors, qu'est-ce qui représente ce dessin? Un énorme fromage, sur lequel il y a les étoiles de l'Europe. Et le dessin est intitulé Les limites de Schengen. Et rentre dans le fromage un arabe en djellaba avec les petits chapeaux sur la tête. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous, on est pour. Et il rentre dans le fromage de Schengen. Autrement dit, pour les communistes de l'Humanité, les Arabes sont des rats qui bouffent le fromage européen. Je signale ça au MRAP. Je pense que le MRAP va poursuivre l'Humanité. Ça serait quand même le procès de l'année, ça. Dans la série, si vous voulez vous marrer, venez à la 17e, on va rigoler 5 minutes.
Donc, messieurs du MRAP, de deux choses l'une. Ou vous poursuivez l'humanité qui publie un dessin raciste, ou vous êtes des lopettes, parce que vous n'osez pas poursuivre un journal communiste, c'est QFD, comme me dit. Voilà. Quoi d'autre encore? Je feuillette un peu la presse, j'avais noté des tas de choses. Mais naturellement j'ai perdu mes notes, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va passer à notre invité tout de suite, puisque je reçois, je crois téléphoniquement, j'espère, Jean-Marie Le Chevalier, maire de Toulon. Bonsoir, monsieur le maire. Êtes-vous en ligne? Êtes-vous avec nous, monsieur le maire? Est-ce que vous croyez qu'il m'entend, monsieur le maire? Oui. Monsieur le maire? Il nous entend, mais oui. Il ne parle pas. Il veut pas parler. Bon, alors on va attendre. Voilà, on est en train d'essayer d'établir la liaison, le duplex, comme ils disent dans les radios sérieuses. Tiens, encore que le radio Courtoisie. Profitons-en pour faire pont sur le Beketch. Le maire d'Angoulême n'était pas socialiste, mais radical de gauche. Oh pardon. Oui, ça change tout. C'est vrai que les radicaux de gauche, c'est quand même mieux que les socialistes. Regarde Tapi. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Beketch. Écoutez, on vous entend d'une façon parfaite. Parfait, je suis sur l'autoroute entre Nice et Toulon. Oh, il fait beau, j'espère. Il fait très beau. Ouais, bien sûr. On entend Radio Courtoisie d'ici. Oui, j'imagine que ça doit être assez peu courant. Mais ça va certainement s'arranger avec votre aide. On obtiendra certainement un jour les autorisations des maîtres. Alléluia. Alors, je suis content de vous avoir, puisque c'est la première fois que vous exprimez sur Radio Courtoisie depuis votre élection, et qui a quand même été un événement. Il y a eu 36 000 communes qui ont été soumises à renouvellement, et 14 000 ont vu leur maire changer, leur équipe municipale. Par conséquent, nous faisons partie des 14 000. C'est ça, mais enfin, hélas, les 14 000 communes qui ont changé de maire n'ont pas changé pour un maire du Front National. Alors voilà, c'est là la nouveauté. Il y a eu trois mairies importantes, Marignane, Orange et Toulon, qui ont vu arriver une équipe Front National avec un maire Front National. C'est là la grande nouveauté, et ça me paraît être le départ d'une belle aventure pour la reconquête de la France. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement de la campagne. Bon, c'est loin maintenant, pour vous, c'est vraiment du passé, mais en deux mots, comment ça s'est passé? Comment était l'ambiance? Est-ce que ça a été aussi dur, aussi âpre certains ont pu l'écrire? C'est-à-dire que c'est disons, aussi dur qu'ailleurs, mais ça a été moins médiatisé. Les choses se sont passées d'une façon plus feutrée. Parce que la gauche, avec son journal Var Matin, qui était un journal régional socialiste, faisait contrairement au Matin, qui était un journal national. Var Matin est un journal régional socialiste, où Libération étant lui un journal national socialiste. Et le journal Var Matin a tout fait pour faire tomber le maire sortant, pensant faire passer la gauche. Il voulait trucider Trucy, comme on a dit. Et ça s'est mal terminé pour le maire sortant, mal terminé pour la gauche, et mal terminé pour le Var Matin, qui maintenant est devenu un journal carrément anti-mairie. Oui, c'est d'ailleurs assez comique de le lire, parce que là on voit ce que c'est que le sectarisme au front bas. Il m'a été donné de le lire, d'en lire quelques numéros récemment. Et alors c'est très rigolo au fond, parce que quoi que fasse le maire, c'est mal. Voilà. Quoi qu'il fasse, il fait balayer une rue, c'est de l'argent dilapidé. Il fait pas balayer, c'est parce qu'il sait pas gérer sa commune. Il fait changer une plaque de rue, c'est une erreur. Il en garde une autre, c'est pas parce que c'est un dégonflé. Enfin, tout est comme ça. Et ça finit par être comique. Je pense que les Toulonnais, qui sont quand même pas majoritairement des imbéciles, vont finir par s'apercevoir que ces journaux les trompent et leur mentent. Il y a eu une petite exception ce matin. Là, vous ne pouviez pas le savoir. Mais la Chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur la gestion de M. Trucy et ses relations financières avec son directeur de cabinet, le fils du député Colin, PR. Oui. Et là, on s'est aperçu que le maire de la ville payait son directeur de cabinet sur les fonds municipaux, comme contractuel, aux alentours de 20 000 francs par mois, qu'il le payait également en tant que président de l'association Toulon Communication, 26 000 francs par mois, et qu'il le payait aussi sous forme de contrat de 100 000 à 120 000 francs sur les comptes de la SEMTAT, une société d'aménagement de la ville de Toulon, dont le maire est aussi président.
Si bien que le petit Colin, fils du député, touchait ainsi à une moyenne de 56 000 francs par mois, tranquillement, alors je ne sais pas comment il déclarait ses impôts, monsieur le maire, mais là, tout de même, le rapport régional des comptes a fait sa publication, a rendu le document public, que je suis forcé moi-même de rendre public lors du prochain conseil municipal, et 20 matin, on a fait des gorges chaudes ce matin. Oui. Cela dit, moi je trouve ça assez injuste, au fond, de reprocher à M. Trucy d'engraisser M. Colin. D'abord parce que c'est normal que le maire d'une ville maritime comme Toulon engraisse des Colins. Ensuite parce que, d'une certaine manière, le pauvre fils Colin, il est fils de député, si je comprends bien. Or, oui, en tant que fils de député, non, c'est pas une tare, c'est pas du tout. J'ai un fils aussi. Oui, vous avez un fils, et j'ai même des amis députés qui ont des fils, et même des amis fils qui ont des pères députés. Là, vous voyez. Donc, c'est pas du tout une tare d'être fils de député, mais je crois que ça habitue à vivre dans une certaine aisance, parce que les députés sont pas miséreux. Et d'ailleurs, c'est pas pour devenir miséreux qu'ils ont fait de la politique en général. Cela dit, les députés ne gagnent pas beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on pense, sauf s'il y a des ressources parallèles et discrètes. Mais ce qui est rare. Ce qui est grave, c'est que tout est à l'avenant dans la gestion municipale de M. Trucy, qui se piquait d'être un spécialiste du financement des collectivités locales. Or, j'ai un rendez-vous demain avec les banquiers qui se demandent s'ils vont pouvoir continuer de suivre la ville de Toulon. Parce que le budget municipal est de 1,8 milliard et l'endettement est d'1,9 milliard. Alors, il faut dire que la ville de Toulon, c'est la 17e ville de France, hein. Pardon? La ville de Toulon est la 17e ville de France? C'est la 15e. 15e ville de France. C'est la 15e, 170 000 habitants, et 3502 employés municipaux. Et c'est une ville qui est le plus gros employeur du Var, après la Marine nationale. Et alors, je vous dis que l'endettement est supérieur... Oui, c'est très angoissant, parce que l'endettement étant supérieur au budget, eh bien, si vous traduisez ça en termes de budget familial, c'est une famille qui touche 10 000 francs par mois et qui dépense 12 000. C'est le budget dans les 6 mois. C'est la famille Beckett dont vous parlez, là. Alors, nous ne sommes pas... Nous ne parlons pas de la vie privée des journalistes. Non, il vaut mieux d'ailleurs. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous ne savons pas très bien comment les choses vont se passer, parce que ce n'est pas la situation d'Angoulême, j'entendais que vous parliez de M. Bouchon tout à l'heure, mais c'est presque ça. Si bien que la ville de Toulon on peut imaginer qu'elle soit mise sous tutelle à cause de la gestion du maire précédent. Oui, alors ce qui permettrait d'ailleurs aux médias de dénoncer l'incompétence du Front National et du maire Front National de Toulon, puisqu'on a été obligé de mettre la ville sous tutelle alors qu'il était maire, en négligeant le fait que c'est la conséquence de la gestion calamiteuse de son prédécesseur. C'est inimaginable. Ouais. Eh ben, craignons le pire. En tout cas, en attendant, comment s'est passée votre entrée en fonction? Moi, j'ai eu la chance de me promener avec vous dans les villes de Toulon, dans les rues de Toulon. J'étais assez surpris, je dois dire, par l'accueil extrêmement chaleureux et totalement dénué d'agressivité des habitants, parce que quand on lit la presse parisienne, la presse nationale, et même quand elle est socialiste, on a vraiment le sentiment que chez vous, le soleil a cessé de briller. Eh bien, écoutez, c'est vrai, moi j'ai partagé ce sentiment, puisque me promenant beaucoup à pied dans Toulon, je suis constamment sollicité par des gens très gentils qui me disent bonjour, qui m'envoient leurs félicitations, qui me disent j'ai voté pour vous, ou alors je n'ai pas voté pour vous, mais je suis content que vous soyez élu. Oui. Bon, ce qui est plus honnête. Comme ça, c'est un sentiment assez généralement partagé, ce qui me fait dire que si nous étions en élection ces jours-ci, bien on serait élu à environ 45% des voix, et non pas à 37%. On aurait déjà gagné 10 points en quelques mois, en un mois de vacances pratiquement. Simplement parce que beaucoup de gens se sont dit ne votons pas Front National parce qu'il n'y a aucune chance que le Front National puisse passer, par conséquent abstenons-nous. Ou alors, le Front National n'ayant pas de chance, eh bien votons Trucy, qu'on va pas voter à gauche, on va voter Trucy. Puis voilà, Si bien que tous ces gens maintenant, voyant que le résultat est atteint, eh bien se disent finalement c'est très bien. On avait besoin de changement. On a changé d'équipe, c'est une équipe qui est à la fois sympathique, dynamique, je veux dire que là j'en profite pour donner un petit coup de chapeau à mes adjoints et à mes conseillers municipaux, nous sommes 41, 17 adjoints, eh bien ils font un travail remarquable parce qu'ils sont présents, ils sont dans les bureaux, ils prennent leurs dossiers à cœur, ils sont gentils, les chauffeurs les adorent alors qu'avant ils détestaient leurs anciens maîtres, ils adorent les nouveaux.
et ils sont contents de les véhiculer. C'est vrai aussi pour le secrétariat, les secrétaires qui maintenant veulent venir travailler au cabinet, même les réunionnaises et une Française d'origine africaine, eh bien, nous ont offert un jour un petit punch simplement pour nous remercier de l'ambiance qu'il y avait au cabinet. Vous voyez, c'est ça, les gestes comme ça qui sont très, très sympathiques. En même temps, c'est des altères et qui font que le climat s'instaure progressivement. Puis nous avons fait beaucoup de choses en matière d'animation. On a organisé des fêtes dans tous les quartiers de Toulon au mois d'août, l'élection de Miss Quartier, etc., ce qui se couronnera par l'élection d'une Miss Toulon. Et vous avez, j'ai appris que vous aviez ressuscité une tradition qui avait été abandonnée depuis des années et des années, qui était la tradition très toulonnaise des joutes nautiques. Les joutes provençales. Joutes provençales. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ce sport, ce tournoi nautique avait été abandonné, parce que c'est très spectaculaire, c'est très amusant, les gens tombent à l'eau, et il faut un certain art, effectivement, pour le faire. Il y a une façon d'apprécier la façon dont le combat est mené. C'est un tournoi moderne, nautique, et on l'a repris cette année. Ça a eu beaucoup de succès, le carré du port était rempli, les cafetiers étaient très contents parce que tout le monde était allé prendre une consommation avant ou après ou pendant. Et nous avons aussi ressuscité les plongeons de l'abbé Simon. Alors le plongeon... Alors il faut rappeler que l'abbé Simon, c'était un abbé qui gagnait des sous pour ses bonnes œuvres en faisant des plongeons acrobatiques de je sais pas, 30 ou 40 mètres de haut. Ah oui, au moins 30 mètres. Oui, alors là, nous avons fait 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 17 mètres, jusqu'à 20 mètres. Et à 20 mètres, il y avait encore des concurrents. Et tout le monde pouvait plonger. Alors il y a beaucoup de jeunes qui sont allés sur le plongeon. On s'est arrêté à 20 mètres. 2 sont allés à 20 mètres. Et il y a eu la coupe du verre, une récompense substantielle, et les gens étaient très contents. Voilà, des choses, animations que nous avons fait en très peu de temps. On a aussi refleuri la mairie, qui n'est pas une très belle mairie, c'est une sorte de building des années 60. Ah, c'est un beau modèle d'architecture stalino-mussolinienne. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a remplacé les voitures qui étaient affectées aux adjoints. Alors maintenant, les adjoints n'ont plus de voiture. Ils viennent avec leur voiture ou ils viennent à pied. Et s'ils ont besoin d'une voiture pour leur service, eh bien, il y a un pool de voitures avec chauffeur qui les conduit. Ça fait partie des choses qui n'ont... remplacer toutes ces voitures par des bacs à fleurs, c'est quand même beaucoup plus joli. C'est partie des choses qui n'ont pas plu à Varmatin. La presse sociale, régionale socialiste a trouvé que d'avoir supprimé les voitures aux adjoints, c'était une attitude totalitaire. Oui, ils n'auraient pas pu. C'est peut-être parce que les adjoints les adjoints socialistes, bien sûr. Voilà. Bon, cela dit, vous avez parlé, on a parlé des joutes nautiques et de l'animation, mais c'est évidemment pas l'essentiel de l'action que vous menez. Quelles sont les priorités que vous avez découvertes? C'est d'abord la sécurité. Oui. La sécurité, parce que la ville de Toulon est une ville qui se désertifiait, notamment le soir, à partir de 20h, le couvre-feu, à cause d'une absence de sécurité. Il n'y avait en fait que 20 policiers municipaux dans la ville, une ville de 170 000 habitants, et là nous allons passer à 70, dont 10 à cheval, police montée, et nous avons déjà recruté une quinzaine de policiers municipaux par mutation, parce que là il faut quand même le temps de faire les choses, Toulon ne se fait pas en un jour, et il faut laisser le temps des mutations, des recrutements, des formations et des agréments préfectoraux également. Par conséquent, notre programme porte sur 6 années. Il y a du court terme, du moyen terme, du long terme. Et nous avons dans le court terme, premièrement, transparence totale. Nous avons entrepris l'audit de toute la ville, de toute la comptabilité, les finances de la ville, et également des organisations satellites, les SEM, les associations satellites de la ville qui sont financées à 100% par la ville, comme par exemple Toulon Communication. Eh bien, nous allons avoir le résultat, je pense, dans un petit mois, qui sera rendu public. C'est à partir de cette connaissance claire des finances que nous pourrons ensuite construire sur du solide. Peut-être pas du beau, mais en tout cas sur des choses sur un terrain connu. Il y aura peut-être des trous, mais à ce moment-là, on mettra un pilotis, on fera quelque chose, mais il faut partir sur des bases connues. La perspective des audits, c'est-à-dire des bilans comptables certifiés, doit faire friser doit hérisser quelques nuques ces temps-ci, non? Ah, c'est sûr, parce qu'il y a les audits financiers, comptables, mais aussi les audits techniques qui vont être faits. C'est qu'on va voir comment les marchés ont été passés. Et là, ça inquiète beaucoup de gens. Mais pourquoi il y a...
Il y a beaucoup de place dans les prisons toulonnaises, Jean-Marie Le Chevalier? Mais si on en retirait déjà la moitié des occupants qui sont étrangers, oui. Eh bien, ça ferait un peu de place pour les Français. On pourrait loger des Français. Bien. Alors, je voudrais que vous nous parliez d'un drame personnel et d'un drame qui a frappé votre ville, et qui est la mort de Jean-Claude Poulet-Dachary, qui était notre ami, qui était votre ami, qui était mon ami, qui était l'ami de notre famille, qui a été assassiné 2 fois. Il a été assassiné une fois par les assassins qui l'ont tué. Il a été assassiné une 2e fois par les voyous de presse, à travers une campagne de calomnie et de diffamation, au terme de laquelle on s'est étonné, d'ailleurs, comme l'a dit notre dessinateur Laureau, qu'on n'ait pas mis en examen la victime dans cette affaire. Parce que, visiblement, c'était lui le coupable d'être mort. Cette campagne de presse, faite par la gauche, principalement, mais la gauche commence presque à partir du Figaro, hein, a été odieuse parce qu'on a touché au jardin secret d'un mort, qui est sa vie privée. Et moi, j'ai perdu, bien entendu, avec Jean-Claude Poulet-Dachary, j'ai perdu un ami sincère, un camarade de combat, un homme remarquable, un collaborateur. On parle de sa vie privée, mais il travaillait pas 8 heures par jour, il travaillait 18 heures par jour. Alors sa vie privée, c'était quoi? Elle était extrêmement limitée. Et de toute façon, à mon avis, nous n'avons pas, nous, à nous immiscer dans la vie privée des gens. Je me moque de savoir si M. Daniel Colin, député du Var, est cocu. Ça ne m'intéresse pas. Il l'est peut-être. Il l'est peut-être pas, il l'est peut-être, mais ça ne regarde que lui. Mais ça ne me regarde pas. Et ça ne m'intéresse pas. J'ajouterais une chose, c'est que quand même, la petite enquête que j'ai faite lors de mon séjour à Toulon remet d'une façon radicale en question les ragots qui ont circulé, puisque, vous le savez, j'ai rencontré le principal intéressé, si j'ose dire, qui est le directeur de l'établissement du bar dans lequel Jean-Claude avait passé les derniers moments avant d'être assassiné. Et cet homme nous a dit, cet homme qui est quand même très 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 bien placé pour connaître la nuit toulonnaise, nous a dit que lui, qui était l'ami de Jean-Claude Poulet-Dachary, n'avait absolument aucune raison d'adhérer aux ragots qui ont couru sur la vie privée de Jean-Claude. Et de toute façon, Serge Bécache, quelle que soit la vie privée de Jean-Claude Poulet-Dachary, ce qui est important, ce qui est grave, c'est qu'il ait été assassiné. C'est ça qui est important. Tout à fait. Parce que si on devait assassiner tous ceux qui ont une certaine vie privée, il faudrait agrandir les cimetières. Oui, oui. Ce n'est pas intéressant, ça. Je note une chose, c'est que moi j'avais un collaborateur qui était un ami, qui était un homme remarquable, très compétent, très rapide, très efficace, et que c'est peut-être pour ça qu'il a été éliminé. Et qu'il a commencé d'avoir des dossiers, les premiers résultats d'audit, dans une serviette d'ailleurs qui a disparu. Il y avait 2 serviettes, une a été retrouvée, l'autre ne l'a pas été. Et dans ces dossiers-là, dans cette serviette, il y avait des dossiers dont j'ai conservé le double, bien entendu, qui sont maintenant pratiquement rendus publics. C'était le rapport de la Chambre régionale des comptes et d'autres choses qui peut-être ont provoqué l'irritation de certains, parce que je n'oublie pas une chose, c'est que Jean-Claude Poulet-Dachary a été attaqué 3 fois. La première fois, il distribuait des tracts devant la permanence du PR, et les individus venant de la permanence sont allés le molester, le jeter à terre et pour prendre les tracts. Première fois, 93. 94, l'année dernière, 2 jours avant l'arrivée de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes, où Jean-Marie faisait une réunion publique à l'Opéra, Jean-Claude Poulet-Dachary était chez lui vers minuit, il écoutait de la musique, on frappe, on s'annonce comme venant de la part de Jean-Marie Le Chevalier, il ouvre en confiance, et là il y a 2 individus qui l'attaquent à coups de matraque et qui le laissent pour mort, pratiquement baignant dans son sang. Il va se réveiller le matin, il a suffisamment l'esprit clair pour téléphoner au SAMU, et il va être conduit à l'hôpital, il va être hospitalisé pendant 2 jours. C'est tout de même pas lui qui s'est donné des coups de matraque. On est venu l'agresser, comme par hasard, 2 jours avant la venue de Jean-Marie Le Pen à Toulon. Et encore une fois, la veille de l'université d'été, à nouveau, il est agressé, et cette fois-ci, il est vraiment assassiné.
Parce que, contrairement à ce qui a pu être dit, je comprends très bien que dans une phrase, le substitut puisse dire toutes les pistes sont étudiées, on imagine tout, on fait un inventaire général, bon, et on peut imaginer aussi l'accident. Mais en fait, l'autopsie dont je connais les principaux éléments font apparaître qu'il est tombé, par conséquent poussé dans la cage d'escalier, dans la lumière de l'escalier, et son crâne s'est explosé comme une coquille de noix, et après, on l'a achevé à coups de barre de fer, ou je sais pas quoi, mais enfin, moi j'ai parfaitement vu les traces, et qui ont été constatées par l'autopsie. Alors, il a donc bien été assassiné. Voilà. Alors, c'est ça qui est important. Le reste n'est pas important. Alors, est-ce que vous avez des lumières sur l'avancement de l'enquête? Parce que le Var Matin, le journal régional socialiste, nous expliquait que l'enquête allait être très très rapide, puisqu'on avait tous les éléments en main et qu'il fallait absolument boucler l'enquête avant le début des journées d'été, des journées d'université du Front National, c'est-à-dire que l'enquête devait être bouclée dans les 24 heures. Il y a maintenant 10 jours qu'elle se poursuit. Est-ce qu'elle a avancé? Est-ce qu'elle s'oriente d'une façon ou d'une autre? Eh bien, non, elle avance, mais lentement, semble-t-il. Nous avons pu donner des obsèques tout à fait émouvantes à Jean-Claude, et c'est ce qui a été fait de mieux jusqu'à présent, parce que je pense qu'il aurait été heureux d'assister, si je puis dire, à une aussi belle messe chantée en grégorien. Il y avait sa chorale, parce qu'il appartenait à cette chorale-là. Il y avait les violons, il y avait surtout le peuple toulonnais, plus de 1000 personnes, a dit Var Matin. Par conséquent, je pense qu'il y en avait certainement au moins autant. Et très ému, beaucoup de gens ont communié, et un colonel de la Légion étrangère, dans le cœur, a prononcé un hommage à Jean-Claude, très émouvant. Puis ensuite, Jean-Marie, à la sortie de la messe aussi, un hommage très vibrant. Et puis ensuite, nous avons chanté J'avais un camarade, en hommage à sa mémoire. Tout ça a été très beau. C'était beaucoup plus beau que ce qui est fait actuellement par la presse, d'une part, et puis la police, ma foi, ne me tient pas informé de l'avancement des travaux. Je sais simplement qu'ils ont auditionné beaucoup de gens. Certains n'ont pas été auditionnés assez curieusement, alors qu'il aurait sans doute été utile de le faire. Ce sera peut-être fait. Je leur ai signalé une ou deux personnes qui seraient utiles d'interroger. Et puis ensuite, vous savez, je me méfie un petit peu quand on sait qu'on attaque toujours le Front National sur le malheureux attentat contre un jeune Comorien à Marseille, marseillais, et qu'on sait maintenant que la balle a touché par ricochet ne pouvait pas partir d'un des éléments du Front National qui était beaucoup trop loin, la balle ayant ricochet, le ricochet ayant été pratiquement vertical. Oui. Par conséquent, il semblerait plutôt que ce soit l'un des leurs. Ah oui, voilà. Ouais. Bon, par conséquent, le Front National n'est pas dans l'opération. Carpentras, on n'a toujours rien trouvé. Yann Pia, on n'a toujours rien trouvé. L'assassin court toujours. L'adjoint de la Seine, Perrin, toujours rien non plus. Alors, j'ai un peu peur que cette affaire soit à nouveau passée par pertes et profits. Qu'on ne sache pas exactement ce qu'il en est. Or, mon souhait, c'est de savoir qui a assassiné mon ami. Bien sûr. Alors, pour changer de sujet, on va parler rapidement des échéances électorales dans votre secteur. J'ai vu que M. Risgala, candidat du Front National à Fréjus, avait fait un score tout à fait remarquable en face de Léotard. Léotard qui commence déjà à avoir peur et qui tient des propos complètement délirants. Et il paraît qu'il a dit il faut faire face au Front National. Sinon, ça fera comme à Toulon, on trouvera un cadavre dans une cage d'escalier. Oui, ça c'est une phrase. Je vais tenir un meeting dans une demi-heure à Fréjus. Oui, ah oui. Je vais le rappeler, ça. Mais il faudrait peut-être... Dire ça sur France Info, dire que... c'est de la canaillerie pure, ça. Le Front National élu à Toulon, c'est un
un mort dans l'escalier 8 jours après, c'est absolument honteux. C'est une canaillerie. Mais il faudrait regarder au pied de son mur s'il n'y a pas de mort. En tout cas, il y a des cadavres au pied de son mur, ça c'est certain. Et dans la vie de M. de Léotard, je crois qu'il y a pas mal de cadavres aussi. Non pas des cadavres d'êtres humains, mais il y a des cadavres de dossiers. Enfin, si vous voulez, pour rester sur un plan plus politique, je note une chose, c'est que malgré les difficultés que nous avons connues, avec la mort de Jean-Claude Poulet-Chéry, à Fréjus, nous avons augmenté de 6 points notre score par rapport il y a 2 ans. Oui. Par conséquent, ça va plutôt bien pour le Front National dans la région. Et c'est sûr que M. Léotard tremble un petit peu parce que ses ambitions sont présidentielles, comme vous le savez. Il souhaite, trouvant la mairie de Fréjus peut-être un petit peu fragile avec les affaires qui ne manqueront pas d'éclater tôt ou tard, et cette fois-ci le mettant certainement en difficulté, il souhaite évidemment avoir son siège à l'Assemblée nationale pour ensuite avoir quelque chose de plus confortable encore, la présidence du Conseil général. Voilà pourquoi M. Falco, l'actuel président, est candidat au sénatorial, de façon à pouvoir dégager le moment venu la place à M. Léotard pour qu'il ait enfin une assise plus confortable que celle qui constitue une présidence de Conseil général, pour atteindre ensuite, bien entendu, le fort de Brégançon, qui est le chemin de l'Élysée, comme vous le savez. Oui, ça, alors là, je crois que quand même, les Français ayant voté pour Chirac, ça m'étonnerait qu'ils fassent une deuxième expérience avec voilà. Ce serait foutit et chocolat, quoi, Chirac et Léotard. Vous êtes candidat au sénatorial? Alors je suis candidat au sénatorial parce que le maire de Toulon est traditionnellement sénateur. Là, ce sera peut-être un peu différent, quoique nous puissions avoir des surprises. Nous avons doublé nos conseillers municipaux aux dernières élections municipales générales, et nous avons environ 250 grands électeurs qui vont voter pour ma candidature. Je suis le seul candidat du Front National, par conséquent il n'y a pas de risque de dispersion. Et au premier tour, aucune chance, mais au deuxième tour, on ne sait pas. On ne sait pas parce que la droite molle UDF-RPR a perdu beaucoup dans le Var. Elle a perdu Draguignan, socialistes, qui ont gagné, Brignoles, Lemuy, et la Seine est tombée aux communistes, et Toulon au Front National. Ouais. Il est certain que là, les rapports de force sont complètement changés, et on ne sait jamais. On ne sait jamais, il n'est pas impossible d'espérer. Jean-Marie Le Chevalier, merci. Avant de vous libérer, je voudrais vous soumettre des questions d'auditeurs. Un auditeur nous dit avoir entendu sur France Info qu'un commissariat de Toulon avait été attaqué. Cette information, dit-il, n'a pas été reprise par la suite. Aujourd'hui ? Il semblerait aujourd'hui ou... je n'ai pas l'information. Bien. Un auditeur demande s'il est obligatoire pour un maire d'afficher à côté du drapeau français le drapeau bleu de l'Europe, le drapeau bleu étoilé de l'Europe. Non, je crois que ce n'est pas obligatoire. Je demande si vous l'affichez, vous... Non, je ne le fais pas, bien qu'étant député au Parlement européen, mais souhaitant plutôt sortir de cette Europe-là, celle qu'on nous prépare, celle de l'Union européenne, celle de Maastricht, je préférais me dispenser d'afficher ce drapeau qui comporte 12 étoiles, alors que nous avons maintenant 15 pays qui font partie de l'Europe, jusqu'à ce que l'on prenne la Turquie, et pourquoi pas l'Iran et l'Irak. Oui, pourquoi pas Israël, et puis bientôt l'Égypte. Oui. Non, parce que si on prend, si on accepte l'entrée de la Turquie dans la communauté, c'est-à-dire que nos frontières seront directement avec l'Iran. Oui, c'est ça. Alors, attention au Mollah. Une auditrice me dit qu'elle est ravie de vous entendre, et c'est vrai que c'est pas très courant sur Radio Courtoisie, puisque vous n'êtes ni dans la région parisienne, ni dans la région normande, mais elle vous demande s'il est vrai que, comme l'a dit une certaine presse, les employés municipaux de l'ancienne municipalité avaient pleuré à l'annonce du résultat qui vous portait au siège de maire de Toulon. Écoutez, peut-être certains ont pleuré, et je les comprends, puisque s'ils étaient fidèles à M. Trucy, ils ont certainement laissé couler une larme, c'est assez naturel. Mais je peux vous dire que les larmes sont séchées, et que maintenant, on peut dire, la majorité du secrétariat, des secrétaires, du personnel,
et qui peut-être avaient été traumatisés par une intoxication intellectuelle provoquée par l'équipe Russie, qui leur disait si le Front National prend la mairie, c'est épouvantable, ce sera affreux. Eh bien, là, ils se rendent compte que c'est tout à fait différent. Au contraire, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et il y a eu un renversement une renverse totale. Ça s'est retourné comme un gant. Et les gens sont surpris et heureux de travailler avec nous. Par conséquent, je voudrais rassurer cette auditrice. Les employés municipaux de Toulon ne pleurent plus, ils sourient. Et il faut préciser d'ailleurs que vous n'avez pas changé les employés municipaux, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne vivons pas en France selon le système américain du spoil system, c'est-à-dire que quand vous arrivez, quand une municipalité change de couleur politique, normalement, elle ne change pas de personnel administratif et technique, parce que ce sont des employés, des fonctionnaires municipaux, et qu'on ne peut pas les chasser. Oui, mais c'était un engagement électoral, d'ailleurs, parce qu'on avait laissé courir. Il y aurait une sorte de chasse aux sorcières, aussitôt que nous serions élus, si nous étions élus. Mais, j'ai non plus un engagement d'entrée de jeu, mais nous avons effectivement rejeté personne. On a cherché toujours à utiliser au mieux les compétences des uns et des autres, et je crois que les gens apprécient. Et c'est ce qui explique ce changement ce revirement des mentalités. Les gens apprécient d'être considérés pour ce qu'ils sont, sur des gens en général honnêtes et compétents. Et voilà, par conséquent, ils cherchent à faire le mieux possible avec nous, parce que nous aussi, on cherche à faire le mieux possible pour la ville de Toulon et pour les Toulonnais. Alors ça se passe finalement très bien. Alors le secrétaire général, Monsieur Jean-Marie Martinez, qui a été assez loyal, puisqu'il m'a dit je suis fonction publique, par conséquent je maintiendrai le statu quo, mais je suis fidèle en amitié, mon ami c'est François Trucy, par conséquent je serai aussi fidèle à François Trucy. Alors bon, c'est une loyauté un peu équivoque qui a provoqué son départ, et là il a recherché de lui-même, moi je ne lui ai rien demandé, il a recherché de lui-même une autre affectation. Il va être nommé au mois d'octobre directeur de cabinet du président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Il reste donc dans la région. Oui, mais là, il ne s'agit pas de chasse aux sorcières, il s'agit d'un départ volontaire. Pas du tout, c'est lui-même qui a choisi tout simplement de choisir une autre affectation pour rester fidèle à son ami François Trucy, qui avait participé et contribué largement à sa carrière au sein de la municipalité, puisque ça avait été son directeur de cabinet dans un premier temps, puis ensuite il avait été nommé secrétaire général. Alors voilà, il est loyal à M. Trucy, je trouve ça très bien, et comme ça retire une équivoque possible, et nous allons procéder à un recrutement nouveau. En fait, c'est à plusieurs recrutements nouveaux, le secrétaire général adjoint et le secrétaire général adjoint actuel. C'est la promotion interne, va passer au secrétaire général. Par conséquent, tout le monde est content. Merci Jean-Marie Le Chevalier, merci Monsieur le maire. Alors, je vous laisse partir à votre meeting de Fréjus où vous allez soutenir, j'imagine, Monsieur Risgala, candidat du Front National. Oui. Bien sûr, merci de votre invitation. Et puis, on vous attend à Paris lors d'une prochaine visite, et on vous recevra dans les studios de Radio Courtoisie pour cette émission du mercredi. Enfin, si d'autres directeurs d'émission veulent vous recevoir, ça serait de grand cœur, je pense que vous accepterez. Mais chez moi, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci infiniment. Au revoir, Jean-Marie Le Chevalier. Au revoir. Voilà, c'était Jean-Marie Le Chevalier, maire de Toulon, une ville de 170 000 habitants, 15e ville de France, qui est maintenant placée sous la juridiction d'un élu appartenant au Front National, comme Orange et Marianne. Ça va être une expérience intéressante. Je dois dire que je suis allé voir Jean-Marie Le Chevalier à Toulon et que c'est assez extraordinaire de voir d'abord comment il est reçu. Une auditrice d'ailleurs nous dit qu'elle est passée avec ses amis à Toulon. Elle a été agréablement surprise de trouver une ambiance détendue et souriante, ce qui est tout à fait vrai. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Ça m'a beaucoup étonné. Mais Jean-Marie Le Chevalier est, comme d'ailleurs le dit une autre auditrice, à la fois assuré et mesuré. C'est un notable, avant même d'être installé dans ses fonctions de maire, il est déjà un notable local, avec de l'onction, la mesure, la sérénité, qui s'attache à ses fonctions.
et puis la détermination absolument inébranlable de démontrer que la droite nationale est capable de gérer une ville. Je crois qu'on va avoir de bonnes surprises à Toulon. Une auditrice dit « Je suis pas d'accord avec vous ». Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet important. Il faut mettre à des postes de responsabilité des gens inattaquables. Depuis, n'est-ce pas encourager de tels comportements en donnant un poste de responsabilité à une telle personne. Alors elle parle naturellement de l'affaire Poulet-Dachary. Je rappelle que, pour dire les choses très clairement, éloigner les enfants du poste, Jean-Claude Poulet-Dachary était maire adjoint de Toulon, c'était le collaborateur et l'ami de Jean-Marie Le Chevalier. Il a été assassiné et, à la suite de son assassinat, la presse a émis l'hypothèse qu'il était homosexuel. Alors j'ai là-dessus plusieurs choses à dire. La première, c'est que le journal du dimanche m'a fait l'honneur de rappeler que c'était grâce à moi que Jean-Claude Poulet-Dachary était devenu le collaborateur de Jean-Marie Le Chevalier. C'est vrai que Jean-Claude était mon ami depuis 1984. Je l'avais connu à Mayotte à la Légion étrangère. Et quand il est arrivé à Paris et qu'il a cherché du travail, après n'avoir pas renouvelé de son propre chef, contrairement à ce que disent les journalistes menteurs, un contrat qui le liait à la Légion étrangère depuis 15 ans, il en avait assez. Donc Jean-Claude a cherché du travail. À ce moment-là, Jean-Marie Le Chevalier cherchait un collaborateur pour s'occuper de son journal électoral, de son journal de la Fédération de Toulon qui s'appelait Le Patriote, qui s'appelle toujours Le Patriote du Var. Et donc, comme Jean-Claude avait été le rédacteur en chef de Képi Blanc pendant 5 ans, et que c'était un journaliste, un vrai, avec une plume, un talent et un professionnalisme de journaliste, je lui ai dit, je les ai mis en contact et Jean-Marie Le Chevalier a embauché Jean-Claude Poulet-Dachary. Ça, voilà la façon dont j'ai connu Jean-Claude. Je dois dire que pas plus Lugan, que Sanders, que Colombani, qui a connu Jean-Claude à l'Action française, que moi, que ma femme, que tous les gens qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué, qui l'ont fréquenté, qui ont dîné avec lui, qui ont passé des heures à discuter avec lui de politique, de littérature, de cinéma, de musique. C'était un musicien ferré à glace. Il était fils de musicien, petit-fils de musicien. Sa mère était, je crois, cantatrice. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait féru d'art et de beauté. Jamais, ni dans ses propos, ni dans son comportement, ni dans ses attitudes, ni dans ses choix esthétiques, rien ne pouvait laisser supposer ce qui a été raconté dans la presse. Je suis allé à Toulon, j'ai enquêté. J'ai rencontré le patron de l'Olympe. L'Olympe, c'est la boîte de nuit, pas la boîte de nuit, le bar dans lequel Jean-Claude a passé les dernières heures, enfin 2 heures avant le drame. J'ai rencontré ce monsieur, qui est un monsieur très bien. Bon, il est de mœurs antiphysiques, c'est lui que ça regarde. Ce monsieur m'a dit, d'abord j'ai vu son bar. Contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas un bar homosexuel. C'est un bar de nuit, c'est un bar qui est ouvert très tard, dans lequel se rencontrent aussi bien des jeunes gens que des jeunes filles. C'est un bar, tout simplement, de la vie toulonnaise. C'est un des 2 ou 3 bars ouverts toute la nuit à Toulon, ou très tard à Toulon, qui ne soient pas des repères de prostituées. Bon. Et ce monsieur m'a dit, j'appartiens à cette coterie depuis toujours, je suis propriétaire de 2 boîtes dans lesquelles on reçoit les gens de cette coterie. Je connais très bien Jean-Claude Poulet-Dachary depuis 5 ans. Il venait souvent dans mon bar. Nous étions en relation amicale et professionnelle puisque je travaille en tant que patron de bar avec la municipalité dans toutes les animations municipales, etc. Je suis en contact avec la municipalité. Jamais, de quelque manière que ce soit, ni par ses propos, ni par son attitude, ni par son comportement, Jean-Claude Poulet-Dachary ne m'a donné à penser qu'il avait des mœurs qui répondaient aux miennes. Voilà ce que m'a dit le directeur de l'Olympe. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, Serge de Beketch, pour l'instant, pour ce que j'en sais, ce sont des ordures qui font courir des ragots de merde, des journalistes pourris et des petits politicards voyous, dont une ordure, je répète le mot, du Front National, qui était au Front National jusqu'à présent, dont j'espère qu'il sera chassé à coups de pompe dans son gros derrière, et qui est un franc-mac.
Alors je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a des PD au Front National, mais je pense que s'il y a des PD, c'est moins grave que s'il y a des francs-macs. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. En tout cas, ils sont moins malfaisants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rien ne m'a déprouvé, ni la connaissance personnelle que j'en avais, ni les informations que j'ai recueillies, que Jean-Claude Dachary était ce que disent les voyous de presse et les ordures politiques. Voilà. La troisième chose, c'est que je trouve quand même consternant, désespérant, que des gens de notre famille, des gens du Front National, des gens de droite, des sympathisants de la droite nationale, foncent comme un seul homme sur le premier ragot qui est vomi par des gens qui nous calomnient à longueur de temps. Alors il suffit qu'un journaliste de Libération, qu'un journaliste du Var Matin, qu'un petit piscopie d'un journal merdeux vous dise que telle personne est un voyou, que telle personne est un PD, que telle personne est ceci ou cela, pour que vous avaliez ça et que vous disiez « Mais comment, mais de quel droit, c'est dégoûtant, c'est sale, vous ne devez pas accepter des gens comme ça, etc. » Moi je vous dis que c'est pas vrai. Et quand on a appris que j'avais présenté Jean-Claude le Chevalier, il y a des gens qui sont allés voir mes vendeurs du Libre Journal pour leur dire, vous comprenez, c'est très gênant que M. de Beketch se soit compromis avec des gens comme ça, etc. Eh bien moi je vous dis, les donneurs de leçons de morale de cet ordre, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas de leçons de morale à recevoir sur ce terrain-là. Mes amis, je les choisis comme je veux, et je me fous de l'opinion des autres. Surtout quand ce sont des gens qui prêtent crédit à n'importe quel ragot débouchant de n'importe quelle pissotière. Pour moi, je le répète, jusqu'à plus ample informé, Jean-Claude Poulet-Dachary était un parfait honnête homme. C'était un véritable militant nationaliste, c'était un maurassien, c'était un type d'une intelligence magnifique, d'un courage exemplaire, et qui ne donnait absolument aucune prise à la critique dans son comportement social. Maintenant, ce qu'il faisait la nuit, dans le secret de son cabinet, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Et je vais vous dire une chose, je me fous également de ce que font dans le secret de leur cabinet les gens qui se croient autorisés à donner des leçons de morale sur la vie privée. Parce que moi je sais, étant donné que je l'ai très bien connu, ce qu'est le comportement privé de l'homme qui a lancé les accusations infamantes contre Jean-Claude Poulet-Dachary. Il y a vraiment, s'il n'y avait pas mort d'homme, je vous garantis qu'il y aurait de quoi hurler de rire en entendant ce type, qui est un satrape, dénoncer le comportement privé de Jean-Claude Poulet-Dachary. C'est vraiment, il faut avoir toute honte bue pour mener la vie qu'on mène, menant la vie que mène ce type-là, oser porter un jugement sur la vie privée d'un autre. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Je me suis énervé ? Non, j'étais correct. J'ai pas dit trop de grossièreté. Non, on vous retrouve bien. Monsieur Ratier, bonsoir. Monsieur Amiche, bonsoir. Oui, le pauvre Daniel, il se dit, ça y est, il est revenu, c'est fini. Toute l'élégance qu'il avait réussi à donner à cette soirée du mercredi. Non, ce dont j'ai très peur, c'est que, comme vous m'avez invité dans votre première partie, que vous me ratiboisiez quelques minutes de la mienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je ne vais pas vous ratiboiser, mon cher Daniel. Monsieur Ratier, je disais bonsoir. Bonsoir Serge. Ah, il répond quand même. Je vous ai invité parce que vous êtes l'éditeur qui monte. Vous avez publié, c'est incroyable la vitesse à laquelle vous publiez des ouvrages. Alors, vous avez publié un ouvrage passionnant, formidable, sur les Bnébrites. Vous avez publié un ouvrage de référence. D'ailleurs, les Bnébrites aussi, c'est un ouvrage de référence, mais un ouvrage de référence sur les pseudonymes, dans lequel on trouve combien de... 18 500. 18 500 pseudonymes. C'est tout à fait étonnant, et c'est rigolo comme tout, parce que c'est vraiment très drôle à lire. C'est beaucoup plus amusant que les bouquins à la mode, que maintenant, comme ils font Nick ta mère, et vous avez publié un bouquin formidable dont on va parler avec son auteur, j'espère, prochainement, c'est le livre de Setzefeld sur la géographie sacrée de Paris. Alors quel est son titre exact ? Oui, c'est François Mitterrand, grand architecte de l'univers. François Mitterrand, grand architecte de l'univers, qui est un livre tout à fait passionnant. On en parlera longuement parce que Setzefeld, c'est ce chercheur qui a fait qui fait des articles Sous la bannière. Oui. Et qui les a repris
pour l'édition, les remaniant à plus de 60%, parce qu'en fait, il avait commencé il a fait ses premiers articles d'ailleurs dans lecture française, c'est assez peu connu. Ah bon, il a commencé par lecture française, puis après il a travaillé pour Sous la bannière. Et en fait, d'année en année, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il fait des articles en fait sur la nouvelle symbolique de Paris avec les constructions actuelles et qui ont été menées en particulier par François Mitterrand, mais notamment par Jacques Chirac. Et à mesure qu'il fait des découvertes, ça l'a amené effectivement à remanier totalement ses articles. Donc en fait, le bouquin a relativement peu de choses à voir avec les articles qu'un certain nombre de gens sont parus sous la bannière. Bon voilà. Et je précise d'ailleurs dès maintenant, je crois qu'on peut le dire, que de même que moi, Dominique Setzepfand signera ses ouvrages à la fête des Bleus Blancs Rouges dans une petite douzaine de jours, au stand de Serge de Becquich. Voilà. Alors puisque vous en parlez, on va faire une toute petite parenthèse. Donc les BBR 95, c'est dans c'est le 20 dimanche prochain, c'est le dimanche d'après. Voilà, c'est dimanche en huître. Samedi et dimanche en huître. C'est 23 et 24, c'est ça? 23 et 24. Alors ça se déroule sur la comment on appelle ça? Pelouse de Reuilly. Pelouse de Reuilly, voilà. Et nous aurons, alors quand vous rentrez, c'est pas compliqué, vous rentrez par l'entrée, si vous êtes quelqu'un de normal, vous allez tout droit, et au milieu de l'allée principale, juste entre le stand du commissariat général et le stand de National Abdoul, vous avez le stand de votre serviteur, Serge de Becquich, sur lequel vous trouverez Emmanuel Ratier et bien d'autres personnes, et sur lequel vous trouverez aussi une petite librairie de livres anciens tenue par notre ami Gilles Gou, qui est libraire en appartement, qui est un homme charmant. En chambre. Libraire en chambre, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un homme charmant et qui a une petite fille adorable. Et une femme ravissante, mais ça n'intéresse personne. Sauf lui-même, bien entendu. Alors, ça, il faudra absolument venir nous voir parce que, en plus, je vous signale que notre stand est tout à côté du Père Tranquille, du restaurant de Nouilligat. Et il est entre le stand, un stand qui s'appelle Grémillet et qui fait du foie gras, et un stand qui s'appelle Coquard et qui fait du Beaujolais. Donc, je ne voudrais pas m'avancer. Il n'y a plus besoin de bouger après. Mais à mon avis, essayez de venir le plus tôt possible. Parce que je crains fort que le dimanche soir... Commencer par les journaux quand même, et puis ensuite aller voir un peu ce qui se passe au foie gras. Voilà. Alors, c'est pas difficile. Le libre journal entre Coquard et Grémillet. C'est joli, on dirait un roman de Flaubert. Un comme titre de Bouvard Flaubert. et Pécuchet. Entre Coquard et Grémillet. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure sur Flaubert. À Bon. propos de Jacques Chirac. Alors, on va vous demander de la raconter tout de suite. Donc, Dominique Setzepfand, François Mitterrand, grand architecte de l'univers, la symbolique maçonnique des grands travaux de François Mitterrand. C'est passionnant, mais on en parlera beaucoup plus longtemps avec Monsieur Setzepfand. J'ai sorti aussi la suite du dictionnaire des changements de nom de l'archiviste Jérôme, enfin c'est Henri Coston. Donc il avait recensé donc tous les changements de nom de 1803 qui était la loi de Germinal jusqu'à 62. Et il y en avait à peu près 18 500. Et depuis, les gens qui s'intéressaient aux problèmes de changement de nom ou les généalogistes par exemple n'avaient plus rien. Donc là j'ai fait 20 années, j'ai fait 1963-1982 et donc, je répète, en 160 ans, il y a eu 18 500 changements de nom, un petit peu plus parce qu'il y avait des enfants mineurs, donc mettons qu'il y en a eu 25 000, 25 000, et en 20 ans, il y en a 17 000. Et actuellement, je suis en train de saisir la suite, et ça va en s'accélérant, il y a de plus en plus de gens qui changent de nom en France, et en général, ce sont des gens qui sont arrivés il y a peu sur le sol français. Et puis, je viens de finir, elle sera disponible pour les BBR, une brochure sur comme le vrai visage de Patrick Gobert, qui s'appelle le vrai visage de Jacques Chirac, qui est la première, j'en ferai peut-être d'autres, sur notre nouveau président. Et j'ai essayé en 64 pages de raconter des choses qu'on n'a pas trop vues ailleurs, et c'est quand même assez difficile parce que ramasser quand même la vie de ce personnage en 64 pages, c'est un très gros travail de synthèse. C'est là-dedans qu'il est question de Flaubert ? Oui, j'ai trouvé, parce que j'ai mis pas mal d'anecdotes, enfin des choses amusantes, et je pose des questions, et par exemple, je me suis interrogé sur, très peu de gens se sont interrogés sur le symbole de la pomme, par exemple, que Jacques Chirac a choisi pour sa campagne électorale.
Alors il y a bien sûr l'apparence classique, c'est le fruit du pommier, le fait de distribuer les richesses équitablement, c'est ce que fait M. Alain Juppé. C'est aussi la première mesure de la Marseillaise, pom 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 pom, etc. Bon, et puis de l'autre côté, il y a tout un aspect symbolique de la pomme. La pomme, fruit défendu, symbole de la tentation, très très utilisé dans qui est un thème essentiel dans de la philosophie gnostique, etc. Non, mais il y a toute une tradition RPR, par exemple avec le bonnet phrygien, qui n'a pas du tout été adopté gratuitement, maintenant qu'ils ont mis au rencard. Bon, et il se trouve que, anecdotiquement peut-être, mais je pense que j'ai ouvert une piste, j'espère que des gens s'y intéresseront, il y a toute une symbolique de la tête de veau. Et il se trouve que, ça paraît gratuit, mais il se trouve que en Angleterre, il y avait une association de terroristes qui s'appelait l'association, ça s'appelait La Tête de Veau, et ils étaient partisans d'assassiner les Stuarts. Ils étaient des révolutionnaires, ils se réunissaient évidemment comme dans des caves, et ils complotaient. C'est des Anglais. Et en France, une association, en parallèle, peu après la Révolution, une association s'est créée, et ça a été repris par la Libre Pensée, qui tous les ans, pour l'anniversaire de la mort de Louis XVI, faisait un repas avec de la tête de veau. Et Flaubert en parle dans l'Éducation sentimentale à plusieurs reprises, où il y a des personnages étonnants, et il y a une note dans l'édition de la Pléiade qui dit « À cette occasion, Flaubert avait constitué un important dossier sur cet étonnant sujet, les terroristes de la tête de veau. » Bon. Alors si quelqu'un a le dossier, ça serait quand même amusant à ressortir. Enfin bon, l'ouvrage c'est anecdotique, mais l'ouvrage porte évidemment sur une biographie un peu décapante de Jacques Chirac, avec je mets en pièce, je pense, un certain nombre de légendes gentiment colportées, comme par exemple qu'il a rencontré sa femme, Madame Bernadette Chaudron de Corcelles, d'ailleurs, qui est d'une petite noblesse, voire c'est 1867, et oui, enfin c'est mieux que nous. Et c'est une grande famille d'acheteurs de biens nationaux, ce qui est peu connu. Et les terrains que Madame Chirac, la famille Chaudron de Courcelles, a vendus il y a quelques mois, dont on a beaucoup parlé, ils possédaient 45 hectares, ce qui n'est pas rien, qu'ils ont vendu au port autonome de Paris, je crois pour la somme de 56 millions de francs. C'était des biens nationaux depuis 200 ans dans la famille. Mais ça, personne ne l'a raconté. Donc, ça permet de mieux situer les personnages. Du mal de Mme Chirac, bon. Une personne parfaitement respectable et charmante, en plus. Je ne dis pas. Mais on raconte qu'il l'a rencontré au cours d'un TP pour lui reprendre ses fiches parce qu'il trouvait bien. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'il s'est trouvé que le jour de la rentrée, c'est l'ordre alphabétique où j'avais Chirac, Chaudron. Bon, des choses comme ça. Bon. Si alors, je racontais celui qui me suit par ordre alphabétique, ça aurait été joli. Bon, ou par exemple, on vous raconte que Jacques Chirac a été déclassé quand il était à Saumur et qu'il a fait intervenir un certain nombre de gens parce qu'on disait qu'il était militant communiste. Bon, ce que les gens racontent pas, c'est qu'il avait commencé par se faire bien voir de ses chefs, parce qu'en arrivant à la première question, il avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire bien voir. Il lui avait dit les chefs aiment qu'on aille à la messe tous les matins. Alors tous les matins, à 6h, il allait à la messe, ce qui lui a permis d'être major de sa promotion. Mais ça, on ne le raconte jamais comme ça lui a donné de l'entraînement pour maintenant. Voilà. Bon. Et puis je raconte toute une série de choses, évidemment sur ses amitiés, son ralliement au mondialisme, les gens qui l'entourent, comme par exemple, il a un entourage très mondialiste avec le Louche, le Jean-Daniel Lévite, qui est son Sherpa, qui a remplacé Jacques Attali. Bon, je parle pas mal de la fortune de la famille, ses relations avec les groupes de pression, la franc-maçonnerie, la communauté, puisqu'on dit qu'ils s'en sont vantés dans Tribune Juive, que c'était à la suite de la bénédiction du rabbin des Lubavitch que Jacques Chirac était remonté dans les sondages. Voilà, bon. C'est écrit. Alors il y a tout. Ah oui, je reproduis les documents. Alors je sais pas si c'est vrai, mais aussi. Non, c'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas de vote juif. Voilà, je le sais. Donc je vois pas pourquoi. Enfin, ils ont déclaré quand même qu'il y avait eu véritablement une chiracomania qui virait au populisme. Alors c'était terrible. Voilà, bon. Donc c'est une petite brochure, elle sera disponible donc au BBR. Alors vous avez publié un livre. Moi je trouve ça assez curieux parce qu'au fond, ce livre, c'est un hommage à Madame Françoise Castro-Fabius. Parce que Madame Françoise Castro-Fabius, un jour, s'est félicitée d'une extraordinaire nouveauté dans le comportement politique. La gauche a permis, alors je cite très textuellement, c'est pas là, vous pouvez déjà ranger vos crayons, messieurs les avocats.
et les messieurs de la police montée. Je cite Madame Castro, le texte est le suivant. L'extraordinaire nouveauté dans le comportement politique, la gauche a permis à des milices juives de s'installer dans les quartiers rue des Rosiers à Paris, mais aussi à Toulouse, à Marseille, à Strasbourg. Ces milices ont des contacts réguliers avec le ministre de l'Intérieur. C'est Madame Françoise Castro-Fabius, la femme de Fabius, à l'époque Premier ministre, qui se félicitait ainsi de l'existence de milices autorisées par le gouvernement. Et à l'évidence, un événement aussi une nouveauté aussi extraordinaire, un événement aussi favorable à l'extension des libertés en France, n'a pas été salué d'une façon suffisamment digne, puisque à part quelques articles par-ci par-là dans la presse, il n'y avait jamais eu un document d'hommage, un document historique qui explique vraiment comment cette extraordinaire nouveauté avait été mise en place et à quel point elle était favorable à la diffusion des idées et des idéaux de la démocratie. Et Emmanuel Ratti a pallié cette carence en publiant un gros ouvrage qui s'appelle « Les guerriers d'Israël », un très beau titre, presque talmudique, presque, en tout cas à la charge symbolique très très forte. Et c'est publié aux éditions Facteur. Alors c'est pas un travail de journaliste bâcleur, ça fait quand même quelque chose comme 400 pages, 410 pages. Et 410 pages, oui, puis c'est surtout bourré en tout petit caractère. En tout petit caractère. Alors ce qu'on découvre, c'est que au fond, l'extraordinaire nouveauté que célébrait Madame Castro-Fabius, pas si nouvelle que ça, parce que depuis Masada, ça existe, mais que surtout, ça existait partout en Europe et depuis toujours, y compris, alors ça c'est la grande surprise de votre livre, dans des lieux d'Europe où on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que ça existât à l'époque où ça existait. Oui, c'est-à-dire que le Bétar, qui est la principale organisation juive de défense, c'est ce qu'on appelle les sionistes révisionnistes. Ça n'a rien à voir avec Henri Roch et Robert Faurisson. Oui, ça il faut bien préciser quand même. Parce que ils ont décidé de réviser le sionisme de Herzl. Donc, cette organisation, très étrangement, d'ailleurs, comme le Bnei Brit, a été la seule organisation, une des seules organisations juives qui n'ait pas été dissoute par les autorités nationales socialistes après la prise du pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933. Et le truc le plus stupéfiant, c'est que les associations de ce type, associations de jeunesse, ont toutes été dissoutes. La seule organisation qui soit autorisée, c'est le Bétar. Et le truc stupéfiant, c'est qu'on les autorise à conserver leur uniforme, les grades, à faire des camps d'entraînement, à faire des meetings et à faire des défilés dans la rue. Quand vous dites que toutes les organisations de jeunesse ont été supprimées, c'est toutes les organisations de jeunesse, pas les organisations de jeunesse israélites, toutes les organisations de jeunesse. Non. Y compris les scouts. Oui, enfin, bon, ça s'est produit. Bon, mais si on veut, tout le monde sait très bien que les nationaux socialistes avaient annoncé dans leur programme qu'ils combattraient la communauté israélite en Allemagne. Bon, donc, c'est quand même les premiers qui ont eu, dont les organisations ont été dissoutes. Bon. Mais, par exemple, les sionistes de gauche ont été dissous. Parce qu'on dit toujours les Allemands ont soutenu les sionistes. C'est faux, ils ont dissous les sionistes de gauche. À cette occasion-là, le Bétar en a profité pour mettre la main sur les locaux des organisations juives qui avaient été dissoutes. Bon. Et je publie des photos absolument inédites, parce que ce sont des photos, je vais en parler assez longuement, ce sont des photos qui ne sont jamais parues dans aucun livre, aucun ouvrage, et on y voit des gens en uniforme armés, avec les grades, etc., qui défilent dans la rue et qui font des meetings, par exemple à Berlin, chez M. Fossambon, en 1937 ou 1938. Bon, et en fait, ils ont été dissous en 1939, pratiquement à quelques mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et ces archives, c'est extrêmement simple. Il fallait écrire à l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv. Je ne savais pas qu'ils existaient, on a écrit. Et j'ai demandé un certain nombre de choses, et puis on m'a envoyé... Je n'ai pas publié d'ailleurs toutes les photos, il y en a toute une série. Et ces photos n'étaient jamais parues. Alors,
Elles sont stupéfiantes. Oui. Alors, je voudrais raconter une anecdote. Bon, c'est que quand j'ai publié Mystère et secret du Bnei Brit, la presse israélite française en a parlé longuement. Tribune Juive en a parlé. Actualité Juive en a parlé. Ils ont fait plus d'une page sur la question. D'autres journaux ont abordé la question. Ils avaient écrit des choses inexactes. Je leur ai envoyé une lettre qu'ils ont publiée. Ils ont fait des droits de réponse. Bon, il y a eu une discussion. Bon. Sur cet ouvrage, sur les guerriers d'Israël, il n'y a pas eu une seule ligne dans la presse juive. Pas une. Ce qui est quand même assez stupéfiant, parce que maintenant, ça fait d'ailleurs plus de 3 mois qu'il est paru, il n'y a pas eu une ligne, alors qu'ils l'ont acheté. 2 jours après que l'ouvrage soit sorti, un des principaux responsables du Bétar me l'a commandé personnellement. Et il est en même temps, d'ailleurs, président de l'Union des étudiants juifs pour la République, qui constitue une des composantes du RPR. Je crois que ça s'explique assez bien. Il n'y a pas une ligne. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'ils sont allés dans différentes librairies, notamment les gens du Bétar, c'est qu'ils ignoraient l'existence de ces photos. Et que ça les gêne énormément, et d'ailleurs que ça a provoqué en partie une petite crise à l'intérieur du Bétar français, parce que c'est des choses qu'on leur a toujours cachées. On leur a toujours dit, vous avez été poursuivis, vos parents ont été déportés, nous avons été écrasés en Allemagne, les nazis étaient des salauds, des odieux, et il n'y a que quelques survivants de la Shoah. Bon. Et puis ils découvrent, avec les photos, parce que la photo a un impact plus important que le texte, parce qu'il y avait des choses quand même qui étaient disponibles, en particulier aux États-Unis et en Israël, où des universitaires osent travailler sur la question. Eh bien, ils ont découvert, avec ces photos, d'après ce que je crois savoir, que même, c'était pas exactement, et c'est même pas du tout, ce qu'on avait à raconter, et donc, si on veut, les bourreaux n'étaient pas tous du même côté, bon, et qu'ils ont eu une conduite peu reluisante à l'époque. Bon, et je crois que ça leur pose un certain nombre de problèmes. Et puis je crois qu'il y a une autre raison, c'est que ce livre est un livre parfaitement neutre. C'est un livre d'historien, c'est un livre sur lequel, dans lequel j'imagine que les avocats des différentes organisations, associations de défense, associations de l'Intérieur, ont dû mettre le nez avec des lunettes à loupe pour chercher la moindre possibilité de poursuite. Or, c'est un livre qui est totalement dénué d'agressivité et naturellement de la moindre once de racisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je crois que c'est un ouvrage historique, mais c'est quand même beaucoup d'actualité. Hein. Oui, parce que je m'arrête en 1994 en resituant toutes les exactions qui ont pu être commises par ces bandes en France dans les de 1900. En gros, je retrace tout, mais en particulier, je m'attarde dans les années 80 et au début des années 90. C'est un des livres les plus éclairants, comme on dit maintenant, de l'actualité. Je conseille sa lecture. Ça s'appelle Les guerriers d'Israël, enquête sur les milices sionistes. C'est paru chez Facta et c'est présenté par Emmanuel Ratier, que vous pourrez rencontrer, comme je l'ai dit, au BBR 95, au stand du Livre Journal. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Serge. Daniel, on a 2 minutes avant de prendre Marc Dem. Alors 2 minutes que je vais mettre à profit pour vous remercier. De quoi donc ? D'avoir assuré aussi gentiment mon intérim. L'intérim. Mais vous êtes irremplaçable, Serge, on n'a pas pu vous remplacer de toute façon. Alors, je précise, tiens, j'ai un message, monsieur Olivier Pichon, qui me trouve scandaleux les propos de Serge de Beketch. Vous essayez de dissimuler la vérité, dit-il. Je ne savais pas qu'Olivier Pichon avait des lumières sur les comportements privés de monsieur Poulet-Dachary. Il faudrait qu'il m'explique comment il a plus d'informations que moi. Je suis tout à fait disposé à les rendre publics, mais il en a aussi bien les moyens que moi, s'il veut le faire connaître. Alors, Daniel, merci en tout cas. 2 mots. J'ai vu, et vous allez en parler tout à l'heure, que vous publiez une lettre du 15e centenaire à l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis. Donc ça, vous allez en parler. Oui, on va en parler en deuxième partie. En fait, c'est une lettre, ça s'appelle pompeusement le journal du 15e centenaire. En fait, c'est une espèce de lettre de 4 pages, en caractère plutôt petit, mais qui donne beaucoup d'informations sur le 15e centenaire. Parce que je me suis aperçu que j'étais tellement ignorant de ce qui se passait il y a 15 ans, et compte tenu de mon âge, il était hors de question que je me mette à travailler la question, donc je préfère faire travailler les spécialistes sur la question.
Et puis, il y a autre chose dont vous ne parlez jamais, puisque vous en êtes le directeur, donc vous n'osez pas en parler à l'émission, je crois que vous avez moins de scrupules que moi, plus de scrupules que moi, c'est la feuille d'information légitimiste. Oui, c'est vrai, oui, ça c'est Quel numéro, là? Alors, il y a le numéro 141 est chez l'imprimeur. C'est un mensuel qui existe depuis octobre 1983, donc ça fait rentre dans la 12e année, quoi. Combien d'abonnés, est-ce qu'on peut le dire? Oui, enfin, on peut dire que chaque numéro est lu par entre 15 et 20 000 personnes, mais on donne pas toujours le nombre des abonnés, quand même. C'est un grand secret. Oui. 15 et 20 000 personnes. J'aimerais bien qu'il en fût de même pour le livre journal, je le dis encore. Parce que nous avons des coefficients multiplicateurs dans la presse. Bon, encore une fois, merci. Non, Serge, surtout merci à vous d'être revenu parmi nous, d'abord parce que je commençais à fatiguer, je dois dire que là j'arrive et c'est très très fatigant. Alors merci d'être revenu pour assurer enfin votre journal.